Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres à ce JDS, journal du dimanche au soir. Il sera marqué aujourd'hui par deux sujets. Journée mondiale de la radio, célébrée aujourd'hui. Nous parlerons de l'évolution de ce médium qui, dit-on, ne laisse personne de côté. Nous échangerons sur sa réalité aujourd'hui et les défis de l'heure avec notamment les avancées technologiques. Et puis, le deuxième sujet, c'est celui sport. Le contrat du sélectionneur des étalons Kamou Malo et celui de ses adjoints ne sont pas renouvelés. Quelle lecture de cette décision? Quel choix pour la suite? Nous allons analyser avec Raymond Dagba Dipapi, membre du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, et Claude Romba, journaliste sportif. Nous le disions, le premier sujet, c'est bien cette journée mondiale de la radio, journée consacrée aux stations de radio et à leurs auditeurs. Et pour cela, donc, nous sommes intéressés à un sujet, cette radio, dite Radio Campus, créée en 2006 pour servir d'outil de formation des étudiants dans les métiers de la radio. La Radio Campus a mis à la disposition du monde des médias des professionnels du métier. Aujourd'hui, cet outil pédagogique est confronté à des difficultés et en phase de s'adapter aux nouvelles réalités. Mais en attendant, la radio a cessé d'émettre et les responsables de programmes que nous avons pu rencontrer donc sont revenus sur les dysfonctionnements et le reportage est signé Abdul Rahim Nigné. Depuis près de 6 mois, la 91.2 FM Radio Campus a cessé d'émettre. La console est absente, l'émetteur éteint et les micros débranchés. Après plusieurs pannes successives, le matériel s'est montré inapte à porter la voix des étudiants vers les auditeurs. Pour le responsable du programme de la radio, le matériel de la Radio Campus est tombé dans la désuétude. Il y avait eu une rupture, on a essayé de mettre les choses en ordre, on a dépanné la radio, nous avons fait le masterclass et après ça la radio est tombée en panne, on a dépanné, la radio est maintenant en panne. Ce sont des équipements qui datent de 1999. Voilà, 99, la radio existait mais elle n'émettait pas. C'est à partir de 2006 que la radio a commencé à émettre et ce sont ces équipements-là que nous utilisons jusqu'à aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous sommes passés à la numérisation, ce qui fait quand même qu'il y a des équipements qui font défaut que nous n'avons pas. Les étudiants en journalisme de l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication hypermique sont obligés de composer avec cette réalité. Mais pour l'encadreur, cela n'a pas un grand impact sur leur formation. Il promet que la Radio Campus va être plus performante et adaptée aux nouvelles réalités. Je rassure que la radio va réémettre de façon plus efficace. Mais je m'abstiendrai de vous dire quand est-ce qu'on va démarrer. Je vous dis que nous ne sommes pas encore sur Internet, alors que on ne va pas parler d'ambition. En tout cas, on ne va pas parler d'ambition. En tout cas, moi, mes désirs sont quand même qu'on se retrouve sur Internet. Je pense que le projet qui est en cours va prendre en compte tous ces éléments-là. En attendant donc de poursuivre sa mission de formation des étudiants dans les métiers de la radio, Radio Campus compte déjà à son actif plusieurs journalistes, animateurs et techniciens formés, selon Moussa Traoré, qui estime que la radio a su jouer son rôle. Ici, au risque de me répéter, c'est permettre aux étudiants de mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans les salles de classe. 2006 jusqu'à aujourd'hui, je pense que beaucoup d'étudiants sont passés par ici. On a de beaux exemples, on va dire, sur le terrain. Et donc, nous dirons en tout cas qu'il y a beaucoup d'acquis par rapport à cet outil Radio Campus. Et d'ailleurs, beaucoup d'étudiants qui partent d'ici lorsqu'ils vont pour des stages. Mais en tout cas, le retour que j'ai, c'est ça. On leur demande qu'est-ce qu'ils viennent faire en termes de radio parce qu'ils ont quand même appris, on va dire, l'essentiel. Ils ont appris ce qui peut leur permettre d'être opérationnels, d'être efficaces sur le terrain. Au-delà des étudiants du département de communication et journalisme devenu hypermique, la Radio Campus s'est ouverte aux étudiants d'autres filières qui animent des émissions dans leur domaine de formation. Si, la Radio Campus est un outil qui s'ouvre à tous les étudiants de l'université de Ouagadougou et même des grandes écoles. C'est pas un outil réservé, permets-moi de dire comme ça, on va dire étudiants de l'université ou de façon singulière aux étudiants du département de communication. Non, la radio s'ouvre à tout le monde.
Mais ce qu'il y a, lorsque vous venez, mais on ne veut pas vous jeter comme ça à l'eau. Parce que comme je disais, une phrase mal placée peut nous conduire là où on ne pense pas. Donc il y a une phase d'initiation que nous faisons et après ça nous permettons aux étudiants, à ceux qui veulent faire de la radio, de faire de la radio. Voici des étudiants qui ont fait de la radio, les étudiants en allemand, on a des étudiants en lettres modernes, il y a des étudiants en médecine, beaucoup d'étudiants sont passés par là. Aujourd'hui en difficulté, la Radio Campus doit bénéficier du soutien des anciens étudiants qu'elle a formés. Moussa Traoré invite donc ces derniers à soutenir Radio Campus pour continuer à mettre à la disposition du monde des médias des hommes de qualité bien formés. Je voudrais déjà dire à tous ceux qui sont passés par cette radio-là de jeter un regard dans le rétroviseur. C'est pas parce que c'est un outil peut-être, on va dire, public, que les uns et les autres doivent penser qu'ils ne peuvent pas accompagner la radio. Aujourd'hui, imaginez quelqu'un vient nous voir, ah voilà, Radio Campus, nous on a un micro pour vous, nous on a une console pour vous, on a ceci, cela. C'est ce qui va nous permettre de vivre et de rester et d'être une radio. Située dans l'enceinte de l'ex-département de communication et journalisme de l'université Joseph Kizerbo, la Radio Campus a un rayon de couverture de 35 km. Son objectif est de servir d'un outil pédagogique au service de la formation des étudiants dans les métiers de la radio. Un reportage qui nous permet de mettre les pieds dans les plats. Et nous parlons radio puisque c'est la journée dédiée aujourd'hui. Et pourquoi en ce moment ne pas avoir un grand nom? Et c'est bien ce que nous nous sommes permis, un grand nom de la radio. Louis Oulon, aujourd'hui directeur général de Omega Media. Déjà bonsoir. Bonsoir. Et puis pour ceux qui l'ont oublié, il faut rappeler quand même que vous nous avez fait rêver avec ce prix-là, prix CNA du journaliste africain. Et c'est là de noter de ce qu'on a une qualité de travail ici. On va parler de votre parcours, de votre amour pour ce médium aussi, et en savoir plus sur vous. On a écouté déjà cet élément, vous regardiez tout à l'heure le directeur, et puis vous souriez un peu, il disait quelque chose, que ceux qui sont passés par là se rappellent un peu de nous. Oui, je suis passé par Art et Communication. Ouais. Je peux dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de radio-école. C'est en 2006. Je suis content qu'eux aient cet outil-là, parce que nous sommes arrivés comme ça dans les médias avec des connaissances. Comme disait un de nos enseignants, Jean-Pierre Guinganet, paix à son âme, et il forme des têtes remplies. Mais il fallait avoir aussi le métier. Et je pense que là, l'outil radio-école est vraiment bien. Et il faudrait que les autorités s'en saisissent et permettent justement à ces professionnels d'arriver la tête pleine, mais aussi le métier dans les mains. D'accord. J'ai dit on va s'intéresser aussi à votre parcours et à vous. Vous venez dans ce métier-là, qui est le journalisme. Vous dites que c'est quelque chose que vous sentiez depuis. Mais après, je pense que dans mes recherches, je me rends compte qu'on vous envoie faire anglais. Ce que vous refusez. Oui, j'ai même un bac D. J'ai un bac D et je suis à la faveur du contingentement, comme on appelait ce mot, que je n'arrive pas toujours à cerner. J'ai atterri au département d'anglais pour faire anglais. Bon, j'étais bien en anglais, mais j'étais passionné du journalisme. Dès l'école primaire, déjà, j'écoutais la radio qui me berçait, qui au lycée m'accompagnait quand j'apprenais mes leçons. Mon papa n'a jamais compris cela. Il dit il faut éteindre la radio pour prendre tes leçons. J'ai dit non, je mets la radio à côté, j'écoute les infos, je mets la musique et j'apprends. Donc j'ai appris à connaître de grandes voix. J'ai fait l'essentiel de ma culture au niveau du français à partir de la radio. RFI, Radio Burkina, Africa numéro 1, on était câblés. Et quand il y avait un mot qu'on ne comprenait pas, on partait chercher. Et quand il y a une expression qui nous plaisait, on l'utilisait. Ce qui, dès le primaire, à l'examen blanc du certificat d'études primaires, j'ai tendu l'oreille après mon passage à la lecture, puisqu'il fallait passer devant un petit comité de 3 enseignants. On a dit qu'il avait une lecture journalistique. Je ne sais pas à quoi ça répondait. Mais c'est pour dire jusqu'à quel point, dès la tendre enfance, on a été vraiment attiré par ces grandes voix. Et puis, on a dit on va devenir journaliste, même quand on avait d'autres prédispositions. Et même quand l'orientation nous amenait dans d'autres spécialisations. Et c'est ce qui est important dans la carrière. Et je m'adresse à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Il faut faire ce qu'on aime. On ne parle pas dans une filière, parce que c'est là-bas qu'on vous a orienté. Et il faut faire ce qu'on aime, ça va aussi avec la détermination, la formation. Au moment où vous
intéressés à être formés, notamment dans le journalisme, vous venez, on dit, les étudiants ne rentrent pas ici. Non, il n'y avait pas d'école pour le journalisme, singulièrement. Et donc, j'ai pris mon vélo, j'ai quitté le lycée Song-Taba, où j'ai fait mon bac, parce que la fiche d'orientation me présentait des filières dans lesquelles je ne me retrouvais pas. Donc, je me présente à la radio nationale, je pense que c'est Baba Ama que je trouve sur Sayam Hadam. J'ai dit bonjour monsieur, j'ai dit comment on devient journaliste. Et puis il a dit il faut aller à Dakar, il y a Lille, et puis bon, tout ça. Et puis j'ai dit mais comment on part là-bas? Il dit écoute jeune homme, voilà, c'est des bourses et puis il y a tout un mécanisme. Donc je suis revenu tout abattu. Donc vous comprenez pourquoi dans les choix j'avais le journalisme ou la médecine. Je voulais faire la médecine et puis bon voilà. Donc j'arrive à l'université orienté au département d'anglais. J'adore bien l'anglais, je parle bien anglais, mais je me suis dit bon, est-ce que ça peut être un savoir-faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais parler anglais. Je dis mais il faut que je trouve un métier en plus. Et puis fortuitement, j'étais en train de passer devant le tableau d'affichage. J'ai vu un communiqué de recrutement de 30 étudiants pour une école qui s'appellera Art et Communication. J'ai dit là, je m'arrête. Je me présente à la porte indiquée. C'est un monsieur très très jovial, il s'appelle Privat Tapsoba, que beaucoup reconnaîtront, qui m'accueille. Il dit oui, c'est bien ici. Et puis, devant la porte, c'est écrit interdit aux étudiants. C'est ça. Mais quand même, je tape. J'ai dit bon, il y a 2 notes contradictoires et une note qui m'envoie chez vous. Et devant votre porte, il dit non, il faut rentrer. Il me dit voilà, il faut faire une demande seulement et puis tu déposes. J'ai dit d'accord, demain je vais venir. Il dit pourquoi demain? Vous la faites maintenant. J'ai dit mais moi, j'ai pas de timbre. Mais on n'a pas dit c'est timbré. Je vais me lever, il me donne la feuille de demande dans son bureau. Mais du coup, j'ai rempli, et puis bon voilà, le test, on a besoin de 30 pour ouvrir, et on était 5 premiers, 5 ex-aequo. Et la singularité, c'est que les 4 venaient tous de séminaires, et moi je venais d'un lycée public. Et donc, on a eu vraiment la passion de faire ce qu'on aime. Et du coup, on ne sentait pas qu'on était étudiant. On sentait seulement c'est comme le footballeur avec son ballon. C'est ça. Il joue, il s'amuse et on le paye. Donc, on a vite gravi les 4 années à l'université. Et justement, pourquoi la radio? Je n'avais pas singulièrement une option, mais c'était l'outil qui était disponible. En notre temps, une télévision, il fallait venir à Ouaga. Moi, j'ai fait la province. Après que j'ai découvert la télévision, mais la formation était polyvalente. C'était presse écrite, radio, télé. Et il n'y avait pas le web, malheureusement, à l'époque. Et donc, c'est au fil de l'avancée qu'on nous a envoyé. Moi, j'ai d'abord été envoyé en stage à la télévision nationale de Burkina avec Rodrigue Barry, que je salue comme premier maître de stage. Là-bas, c'était très, très concluant, impressionnant. Je suis reparti à l'école et la deuxième année, je suis allé à la radio. C'était encore concluant et impressionnant. Et là, on ne m'a plus laissé bouger. On m'a plus laissé bouger. Et puis bon, on va dire aussi que c'est le travail qu'on vous connaît. Moi, je disais tout à l'heure, quand même, le Burkinabé qui s'est illustré avec ce prix CNN du journalisme africain. Vous faisiez la particularité avec la façon dont vous abordiez les sujets et même les sujets même qui étaient choisis. Et tout, c'est quoi? C'est l'envie de bien faire, c'est l'envie d'être singulier dans son approche, l'envie de se remarquer dans ce qu'on fait. Je dois dire que ce métier, il est très charmant. Et ce qui fait la singularité du journaliste, c'est sa capacité à parler de quelque chose d'ordinaire, mais de façon extraordinaire. Et ça, c'est des dons que tous n'ont pas, mais au contact du terrain et au contact des professionnels, on peut véritablement travailler. Je voudrais vraiment saluer la mémoire de mon aîné René Sebgo, qui m'a dit je ne peux pas cacher du talent. Oulon, c'est du talent. Je ne peux pas le garder un mois avant qu'il prenne le journal. En 2 semaines, moi, je passais déjà au journal. Je prenais le journal. Ce qui était un scandale dans la rédaction. Il a dit non, je suis trop petit pour cacher le soleil avec mes doigts. Donc, il m'a vraiment mis à l'aise. Il y a Newton Ahmed Barry, que je ne peux pas manquer de citer, qui m'a attrapé avec sa main et on a commencé à faire le duo. Au moment où j'étais encore étudiant, on faisait le journal à 2 chaque matin. Donc, il y avait un cadre qui permettait donc ce talent de pouvoir émerger. Mais je pense que ce qui singularise, c'est la persévérance. Si vous êtes dans une rédaction, vous passez le temps à couvrir que des séminaires, que des arrivées de chefs d'État à l'aéroport, vous n'allez pas être singulier, vous n'allez pas être connu. Or, on connaît les contrats
tel que c'est élaboré, on connaît le volume de travail qu'il y a. Lorsque vous finissez de couvrir les ouvertures et les clôtures des séminaires, vous avez envie d'aller dormir. Et de toutes les façons, vous avez achevé le contrat, on vous payera. C'est quand tout ça finit que j'ai dit, je dois produire quelque chose et je m'intéresse. Et ça fait partie des extras, de l'extra qu'on fait, et ça permet vraiment d'y aller. Et on n'a pas toujours ça dans les rédactions. Et puis on dit, bon, ça fait 10 ans que je suis à Watt FM, mais on dit, qu'est-ce que tu as comme production? Oui, j'ai planté le journal pendant 10 ans. On ne connaît pas. J'ai couvert l'arrivée des chefs d'État de la délégation CEDEAO, oui c'est bien, mais ça arrive partout. Donc si vous avez pu faire un sujet singulier dans lequel vous avez mis de l'art, vous survivez professionnellement et vous devenez une référence si vous arrivez à mettre un peu du talent dedans. Souvent, les trajectoires, quelquefois, c'est les rencontres qui les précisent et quelquefois qui vous apportent beaucoup et puis qui vous emmènent quelquefois sur des, on va dire, des chemins non voulus ou non pensés. Quelles sont les grandes rencontres qui vous ont impacté? Je citerai donc Newton Ahmed Barry, je citerai René Sebougo, je citerai Rodrigue Barry qui ont été au début de cette profession, qui m'ont poussé. Je citerai Alain Foucault que j'ai rencontré dans les années 90, j'avais à peine 4 ans, et Alain Foucault est venu comme ça à la station radio pour dire qu'il avait besoin de collaborateurs pour envoyer chaque dimanche un édito. D'accord. Et donc, du coup, ça n'a pas trop intéressé parce que c'était pas payant. Et moi, étant stagiaire, est-ce que je suis autorisé à le faire? Je suis passé, après son départ, voir mon rédacteur en chef, Yannou Tamani, à qui j'ai dit, chef, l'affaire là m'intéresse. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas dit? J'ai dit, mais comme je suis étudiant, il dit, non, écoute, je l'appelle. Il a appelé Alain, qui m'a dit de passer à l'hôtel. Je suis arrivé à l'hôtel, il dit, jeune homme, ça va? J'ai dit, oui. Tu peux? J'ai dit, je pense. J'ai envoyé un édito, 2. Il a commencé à dire, c'est le meilleur, je te prends et tout et tout. Et une rencontre aussi que j'ai eue avec André Larquet, qui est le PDG de RFI. En 1994, j'avais juste 2 mois de stage. Donc, mais comme j'ai dit, mon rédacteur en chef m'a tout de suite mis au journal de 22h. Un matin, je suis assis, on reçoit un appel sur le standard, et c'est le regretté rock Parfait Ouedraogo qui prend le téléphone. Il dit, il y a un blanc qui veut te parler. Je prends, il dit bonjour, je suis le PDG de RFI, je m'appelle André Larquet, c'est vous qui avez fait le journal de 10h d'hier. J'ai dit oui, c'est moi. Écoutez, vous m'intéressez, votre voix me plaît, j'ai envie de vous voir. J'ai dit ok. Et donc je me pointe à 15h à l'hôtel Silmandé. Il descend, il cherche quelqu'un. Moi, je vois un vieux qui cherche quelqu'un. Je dis, monsieur, c'est moi, vous cherchez? Il dit, oui. Je dis, moi, c'est lui ou non? Il dit, c'est vous, vous ne faites pas votre voix. Vous ne faites pas votre voix. J'étais bien gamin, 22 ans. Et puis, voilà, avec une voix, donc il me dit, parlez-moi de vous-même. J'ai dit, je suis étudiant en 2e année, tout. Il m'a donné beaucoup de bouquins, il m'a donné beaucoup de conseils. Et il était prêt à me recruter dès que j'ai la licence. Malheureusement, au gré des changements démocratiques là-bas, il n'a pas eu le bon camp qui a gagné les élections, parce qu'il était avec Alain Juppé. Et puis, bon, voilà. Et Foucault, vous continuez d'être très amis? Alain Foucault, c'est un frère. C'est un frère. Nous avons fait beaucoup de choses. Médias d'Afrique, un édito par jour du lundi au jeudi. Alain Foucault, c'est Archives d'Afrique. Quand je vois qu'aujourd'hui nous avons pu sortir 6 heures d'archives du capitaine Thomas Sankara, aujourd'hui c'est bien facile de parler de Thomas Sankara, un procès, mais nous avons réalisé ce documentaire à un moment où le nom de Sankara, le simple fait de le prononcer, pouvait être comme un crime de lèse-majesté. Il a dit, Ouézin, il nous faut sortir le documentaire. Et nous avons sorti le coffret en audio sur Thomas Sankara, le coffret en télévision sur Thomas Sankara. On va s'intéresser de façon plus générale maintenant à la radio. C'est vrai que lorsqu'on dit Radio Burkina, quand même, c'est quoi, depuis 1959, 25 octobre, Radio Haute-Volta. Pour ce qui est des radios communautaires, je pense que la première fois c'était en 69. Mais aujourd'hui, on est à une autre dimension. On est à plus de 150, 160 radios. Comment est-ce que vous percevez ça? Pléthore ou offre plurielle? Je vois plutôt une grâce. C'est un bonus professionnel parce que la radio, c'est un outil. Et il est léger, elle est légère plutôt. Et cet outil-là, je pense qu'à un moment donné, les populations l'ont dompté.
les acteurs du développement l'ont dompté, et c'est à l'avantage du monde professionnel de pouvoir avoir ces outils. Vous avez des radios confessionnelles, on peut parler du Christ à longueur de journée, on peut parler de Mohamed à longueur de journée, on peut avoir une radio sur Internet. Donc je pense que c'est du bénéfice total pour le public et pour les annonceurs. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui au Burkina Faso, c'est aussi un élément de maturité du pays, du point de vue de liberté d'expression, parce que vous savez que dans d'autres domaines, je ne vous cache pas que dans un pays, par exemple, comme le Rwanda, que j'adore beaucoup, la carte de presse, l'exercice de métier est conditionné par une carte qui est valide que pour 12 mois. Voyez, ici, notre loi dit qu'on peut même créer un journal et puis après régulariser. Ailleurs, c'est pas comme ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre, et bien sûr, avec ce que ça peut comporter comme revers, mais jusque-là, il y a beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients. Quand on regarde l'évolution même aussi de la radio, à un moment donné, c'était perçu, on va dire, vers les années 60 comme un outil de développement. Ça évolue en 70 comme outil de domination culturelle, en tout cas vu par les pays du Nord. Après, vous voyez, c'est un outil de démocratisation. Maintenant, avec les ONG qu'on a, c'est un outil aussi de médiation au conflit. Aujourd'hui, vous pensez que la radio, comme on l'a au Burkina, qu'est-ce qui domine? Quel est le dénominateur commun qui domine? Il y a tous les éléments. D'accord. Il y a tous les éléments. Chacun y va selon son centre d'intérêt. C'est pour ça l'intérêt de la pluralité. Et puis la facilitation créée par le mode de diffusion et de réception et même de collecte et de traitement, ces éléments-là sont très importants. Vous savez bien sûr qu'il y a une catégorie socio-professionnelle d'individus qui n'écoutent que Radio Maria. Et dès que vous arrêtez, vous vous rendez compte de la difficulté. Il y a une catégorie de personnes, si vous enlevez les émissions où les gens appellent interactives, c'est un problème. Donc, c'est comme en médecine, on a atteint des spécialisations où les gens trouvent leur compte et y vont pour quelque chose. Je regardais Radio Campus, aujourd'hui c'est une radio qui a beaucoup formé, mais pour laquelle il y a un auditoire. Et cet auditoire, sans doute, va sentir le sévrage. C'est la même chose que les grilles de programme. Je vais vous donner l'exemple d'une émission qui sur les mystères, qui passait à la radio nationale, l'anthologie du mystère, qui passait les dimanches. Et j'ai juste décidé qu'il n'y aurait pas... on va mettre l'accent sur les programmes nationaux, créés par les journalistes. Le jour où j'ai touché à cette émission, le lendemain, mon téléphone n'a cessé de sonner, j'ai remis l'émission à sa place. Donc, ce qui semble être banal, vous dites, bon, vous là, on ne vous connaît pas. Et je vous donne un exemple d'une radio qui est d'une radio et d'une télé qui sont très bien suivies aux États-Unis. Et la première fois j'ai vu leur contenu, j'ai dit, voici une radio que moi, je ne vais jamais regarder. Une télé. Ils sont spécialisés dans la météo, info météo. Et au finish, je me suis rendu compte que c'est cette chaîne, je vais le matin avant de quitter pour savoir si je dois amener un imperméable, si je dois m'habiller léger. Donc, les centres d'intérêt sont divers et c'est vraiment un atout que le Burkina puisse avoir ces éléments. Mais je reconnais que les gens aiment beaucoup les émissions interactives et les gens aiment les émissions qui parlent leur langue. Voilà, ça c'est une évidence. Si vous émettez à Dori et vous mettez que peut-être du Dioula, vous n'allez pas avoir un bon public. Si vous partez diffuser du Peul à Banfoura, ça peut être plusieurs. Donc si vous regardez les émissions qui ont les plus grosses audiences, sont les émissions qui parlent les langues du public. Donc on revient encore sur la notion de proximité et qui est très très déterminant dans la conception, la détermination des contenus et des offres de programmes. Vous parlez d'offres, justement, elles sont plurielles. Depuis les années 90, on a assisté à la création de plusieurs médias privés. Les gens, traditionnellement, lorsqu'ils voulaient des infos, on sentait qu'on avait plutôt l'accroche médias occidentaux, internationaux, qui sont représentés quelquefois ici. Aujourd'hui, comment est-ce que vous analysez? C'est la perte de vitesse les concernant? C'est une complémentarité? C'est une concurrence? Je pense que c'est les deux à la fois. Il y a des moments où il y a une concurrence, il y a des moments où, bien sûr, on se sent frustré parce qu'on a été battu par un tel ou un tel. Mais moi, sincèrement, j'ai toujours du plaisir à être dans ma peau. J'ai toujours dit à mes journalistes de ne pas être complexés et j'ai toujours dit aux détenteurs de sources d'information qu'il faut lâcher la proie et puis nous permettre d'aller à armes égales. C'est pour ça j'ai toujours dit par exemple que annoncer par exemple la composition d'un gouvernement, ça peut se faire dans un cadre où tout le monde peut aller, plutôt que de dire il faut aller s'aligner derrière un média dit public ou quoi.
l'info doit être disponible. Et lorsque vous la diffusez, il faut la rendre accessible à tous. Moi, je donne l'exemple du coup d'État. Très tôt, il a été annoncé dans les médias internationaux que le président Kaboré s'était rendu. Ce n'était pas le cas. Nous, à Omega, on a dit non, qu'il n'était pas encore dans les mains de ceux qui sont en train de manœuvrer pour prendre le pouvoir. Et c'était de source A que nous avions cette information jusqu'à ce que les négociations permettent qu'ils se rendent. Donc, c'est pour dire que moi, j'aime quand le terrain est concurrentiel. J'étais allé à Marcoussis pour les accords. Et donc, on était dans une salle de presse et le chef d'État était dans la salle de conférence. Il faisait extrêmement froid. Et, bon, aux journalistes venant du Burkina Faso, je suis descendu pour voir et j'ai croisé la porte-parole de l'Élysée. Je l'ai approché, j'ai dit, excusez, quelle est la situation actuellement? Il dit oui, ils ont trouvé un gouvernement d'union nationale. Il a commencé à donner les répartitions de portefeuilles, j'ai noté, et je suis reparti dans la salle de presse. Écoutez bien, je viens du Burkina. Donc il y avait toute la presse internationale outre-Atlantique qui était là. Et donc, comme j'intervenais en direct du téléphone, j'avais fini déjà d'intervenir au journal de Yannick Laurent Bayala. Il dit, Ouezin, il y a du nouveau à Marcoussis. J'ai dit oui, on a une idée de l'ossature du gouvernement qui va être dirigée par Eliman Ouattara et Diarra, et j'ai donné la composition et imaginez que les autres confrères étaient en train de noter ce qu'on est en train de dire. Et quand j'ai fini, c'est mon collègue du Gabon qui me dit vous êtes de quel média en France? Il dit je viens du Burkina. Il était surpris. Il dit ah bon? Il dit je suis un promotionnaire de Haruna Kindo. J'ai dit Kindo c'est un grand frère à moi. Il dit ok. Il dit moi je suis le journaliste principal du Gabon. Je ne savais pas à quoi ça répondait. Donc il y a des journalistes principaux, il y a des journalistes secondaires. Mais en tout cas moi je ne me suis jamais senti venant d'un petit média ou d'une petite organisation. Lorsque les infos sont lâchées, et vous les traitez à armes égales et vous faites vos interviews. Je suis gêné quand quelqu'un sort et part et fait une interview, ou bien il part croiser les mains pour demander l'autorisation pour faire une interview. Lorsque la caméra tourne, elle tourne, plein champ. Et on pose la question. Il faut un grain d'impolitesse. Si vous n'avez pas ça, vous devenez un bon client pour l'église, quoi. Voilà, il faut souvent dire j'ai besoin de ça. Et puis, tant que ça ne va pas dans le sens que vous voulez, vous dites non, l'interview est mal faite, il me faut telle personne. Vous partez à un reportage, vous avez déjà le plan du reportage. Combien de nos confrères aujourd'hui ont un plan quand ils vont? Ils sont arrêtés, le sommet fini, il dit je ne sais même pas qu'est-ce que je vais écrire. Ah mais bien sûr, le taximan qui te prend de l'aéroport pour amener à ton hôtel est déjà une source. Je suis allé couvrir les élections présidentielles en 2008 aux États-Unis. Mon élément d'ouverture de reportage, c'est le taximan. C'était un Égyptien, il m'a pris, j'ai dit il paraît que c'est le noir qui va gagner. Il dit mais que mon gars, tu es en train de blaguer. Et puis j'ai ouvert mon micro. Ça, c'est même avant d'avoir vu à quoi ressemble la campagne. Et mon ouverture de reportage, c'est ça. Donc, il y a un feeling, il y a un minimum de feeling qu'il faut. Il y a une passion. Et puis, il y a ce qu'on appelle une sorte d'intrigue à donner. Si vous n'avez pas le sens de la construction, vous allez avoir 2 heures d'interview et puis vous ne savez pas où vous allez commencer. C'est le côté artistique de la radio, de l'audiovisuel d'une manière générale. Et on ne peut pas terminer aussi sans parler du contexte aussi particulier dans lequel on est, le Burkina. Il y a quelques années, on a pratiquement tout connu, et même pour les jeunes qui ont commencé il y a peut-être 6-7 ans, le métier, qui travaillent dans des radios, ils ont déjà connu une insurrection. Ils ont déjà connu la période de crise qu'on connaît avec l'insécurité. C'est une façon particulière d'aborder les sujets. Vous parliez de votre média Omega. Il y en a plusieurs aussi qui ont vu les zones coupées pour des éléments donnés et tout. C'est ce contexte dans lequel on est aujourd'hui. Vous pensez quoi? C'est plus de fermeté derrière ces radios-là. Il faut laisser, parce qu'il y a une conscience du journaliste qui fait le métier, il y a une conscience des patrons qui gèrent les médias. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que pour ces jeunes-là, c'est une richesse d'avoir connu ces éléments-là.
le journaliste qui ne connaît que les salles de conférence, je suis désolé, il n'a pas encore fait. Si vous n'êtes pas allé sur le théâtre des opérations, si vous avez connu un coup d'État, je vais vous raconter une anecdote. J'ai actuellement la coordination de stagiaires haïtiens qui sont là pour un mois. Ils sont arrivés samedi et dimanche, le pays est mélangé. Lundi, c'est un coup d'État. Je fais quoi? Je leur dis d'attendre avant de les envoyer sur le lieu de stage, où j'ai dit, bon, c'est des journalistes, ils vont apprendre. Je leur dis, allez-y, c'est maintenant, mais attention, quand ça tire, allez vers là où tout le monde part. Donc, je pense que c'est une expérience qui ne se revit pas. L'insurrection de 2014, c'est parti, c'est passé. Ceux qui ont été dans la cour de la télévision nationale, un 1er novembre, quand ça tirait, ils peuvent dire ce que ça fait au cœur. Voilà, ceux qui ont eu la chance de couvrir le coup d'État de Diengéré, c'est pas, quand on dit une chance, c'est sur le plan professionnel. C'est une opportunité, voilà, c'est une opportunité d'aborder des sujets et de pouvoir faire des stand-up, intervenir, envoyer, c'est quelque chose. Donc, je pense que ça, ce sont des éléments. Maintenant, dans le contexte où souvent l'autorité est frileuse par rapport à un certain ton, je pense que ce serait un tort de vouloir casser le thermomètre parce qu'il y a la fièvre. Et je pense qu'aussi ce serait une erreur, professionnellement parlant, de vouloir se permettre de dire des choses qui sont de contre-vérité. Il faut que nous soyons, toute raison gardée, professionnels, mais il faudrait que les gens aussi sachent que quand ça ne va pas, on dirait ça ne va pas, mais ça ne veut pas dire qu'on est content de le dire. Mais comme nous n'annonçons pas le train qui arrive à l'heure, on est malheureusement souvent mal pointé, mal vu. Mais de toute évidence, je pense que c'est une évolution historique du pays que des professionnels pourront compter tard. Et peut-être que les gens trouveront que c'est exagéré, mais il faut vivre ça pour savoir ce que c'est. Il faut avoir été au cœur d'une insurrection. Il faut avoir inhalé le gaz lacrymogène, il faut avoir été à Solhan, il faut avoir été à Mangodara, il faut avoir été à Titao pour sortir les gars au portail. Vous ne pouvez pas rester dans une salle de séminaire, encore que je ne suis pas contre les séminaires, mais je pense que c'est du journalisme bureaucrate. Et puis à la fin, on dira, j'ai eu mon salaire, mais qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Parce que la production journalistique doit s'inscrire dans l'intemporel, dans l'universellement reconnu. Quand vous sortez le reportage, quand j'ai fait mon enquête sur la prostitution à Ouaga, je suis allé à la radio suisse romane et leur meilleur reporter qui s'appelait Sonia a dit, je voudrais vous parler de quelque chose, allons manger. Il y a quelque chose dans votre reportage qui m'a convaincu que vous êtes un reporter, le bruit de la fermeture de la porte de la prostituée. Vous avez pris le son. C'est ça. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait rangé le micro en disant on va attendre quand l'interview va commencer. Donc dès que vous arrivez plein champ, il faut tourner. Et quand vous tournez, il y a des choses qui peuvent permettre d'agrémenter. Et c'est ça qui fait le journalisme. Beaucoup de leçons. On pourrait passer tout le JDS à discuter avec vous. Plaisir, avec mais plaisir. On va s'arrêter là. En tout cas, merci bien d'être passé, lui ou l'autre. Merci de m'avoir considéré. Oh, ça a été un vrai plaisir et ce partage d'expérience a été très intéressant. En cette journée de la radio, il fallait un homme de radio, un grand homme de radio. Modestement. Merci bien d'être passé. Merci. On va continuer donc ce JDS, journal du dimanche soir, avec une autre rubrique, c'est celle sport. Et on va parler des étalons dames. Elles jouent en aller-retour contre la Guinée-Bissau le 16 et le 23 février 2022. Rencontre entrant dans le cadre du dernier virage qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2022. Comment ces dames se préparent pour cette double confrontation? Une question que nous sommes posée et la réponse est donnée par notre reporter Yacine Savadogo. Une autre Coupe d'Afrique des Nations se profile à l'horizon, celle des dames qui se jouera en juillet prochain au Maroc. Et les derniers matchs qualificatifs de cette compétition sont programmés ce mois de février. Les étalons dames défieront les Bissau-Guinéennes en aller-retour pour tenter d'arracher leur ticket pour une première participation en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, les séances c'est matin, soir. Tantôt on alterne, si on a fait le soir, s'ils sont fatigués, le matin c'est repos. Si c'est nécessaire, on fait un peu le matin de 5h à 7h pour permettre aux élèves et aux étudiants d'aller suivre les cours, de venir encore le soir. Donc on essaie de voir l'intérêt des joueuses, ensuite la pratique, l'équipe nationale, voilà, en attendant que nous sommes au Burkina. Donc pour le moment, l'ambiance elle est bonne. En tout cas, on a fait le test Covid ce matin.
Donc en dehors de ça, qui est notre principale inquiétude, si c'est sur le terrain, en tout cas. Pour relever ce défi, le sélectionneur national des étalons dames entend compter sur chaque joueuse. Il espère donc que l'infirmerie sera vide avant les 2 grands rendez-vous. Il y a quand même des blessés, ils sont au nombre de 4 ou 5. Donc on a joué 2 matchs. L'équipe a joué 2 matchs, un match le mardi, un match le jeudi, contre des garçons. L'équipe B aussi, puisqu'on a programmé le même jour, 15h à 16h45, 16h45, 18h30. Donc, mais il y a eu quand même des blessés, donc les kinés, les médecins sont de les prendre en charge. Donc je les ai demandé ce matin de faire la situation des blessés. Mais tout ce qu'on peut dire dans l'équipe type, bon, peut-être une blessure légère. Pascal Sawadogo lève les doutes et assure quant à la forme de l'équipe. Il sera même appuyé par sa capitaine. Je peux dire avec assurance, l'équipe est prête. Parce qu'on a joué les phases allées du championnat. On a repris les retours pas du 9 janvier. Et chaque fois, il y a au moins 4 matchs dans les jambes. Nous étions le dimanche là où il y a eu le coup d'état, certains matchs ne sont pas joués. Et quand on est venu, on n'a pas touché aux aspects physiques. C'est juste les tests qu'on a fait. On a vu les plans de jeu qu'on a déposés. Bon, en tout cas, l'équipe est prête. En senior, on a de la qualité. Maintenant, ce n'est pas la qualité en face. Sinon, en tout cas, celle-là, elle est prête pour aller au combat. Je peux dire que nous sommes prêts, vu les préparations qu'on a eu à faire durant notre séjour ici au Comet. Nous sommes prêts pour affronter l'équipe. Le groupe est confiant, l'ambiance aussi est là également. Je pense que tout ira bien le jour du match, Inch'Allah. Et pour la qualification à cette CAN Maroc 2022, les étalons dames attendent beaucoup du peuple burkinabé. J'ai lu sur Facebook, il y a un qui disait aux supporters de ne pas déshabiller leur maillot parce qu'il y a les étalons dames aussi qui rentrent en compétition. Et puis il y a des matchs qu'on a suivis ensemble. Chaque fille prenait les notes, puisque les équipes nationales on joue toujours dans le même système. C'est les attaques rapides, les contre-attaques avec des 6. Donc chaque fille prenait des notes, regardait comment le poste de son vis-à-vis jouait. En tout cas, ça nous a beaucoup galvanisé. Comme on gagnait jusqu'au dernier tour, même si le dernier match a été bizarre, ça n'enlève en rien la qualité de jeu qu'on a pu regarder. Je pense que la CAN au Cameroun, là, ça nous a servi en tout cas un bon tremplin pour que les filles aussi disent qu'à côté d'un grand homme, il y a aussi une grande dame. On demande d'abord leur soutien, puis on promet de faire tout notre possible pour amener la qualification au pays ici. Notre premier objectif, c'est déjà de se qualifier pour une première fois à la CAN. Et après la qualification, c'est on dit l'appétit vient en mangeant. Après la qualification, on va essayer de poursuivre également pour aller loin. Un rappel, le match aller se jouera en Guinée-Bissau le 16 février prochain et au match retour, les étalons dames reçoivent les Bissau-Guinéennes le 23 février 2022 au Bénin. Les étalons dames qui ont décollé aujourd'hui même. Et sur le plateau, avec moi, Claude Romba. Bonsoir. Bonsoir, ça va. Ok, un plaisir de vous recevoir. Et je reçois aussi Hermon Dagba, dit Papi. Bonsoir. Bonsoir. Et je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Exact. Voilà. Claude, je reviens à vous. On a vu les images des dames tout à l'heure. Bon, c'est juste des préparatifs avant les matchs. Vous êtes confiant? Oui, tout à fait. En tant que Burkinabé, on est quand même confiant par rapport donc à ce match-là. C'est qualificatif pour la Coupe d'Afrique. Et le match retour au Burkina Faso, on se dit que s'il y a eu une préparation optimum, c'est vrai que ça a été une préparation un peu, je dirais, à l'abri de toutes sortes de communications, donc un peu, je dirais, à l'écart de tout le monde et à l'écart de l'actualité. Mais bon, je pense qu'il faut croire à cette équipe-là, il faut croire donc aux étalons dames. Maintenant, c'est le dernier, c'est parce que c'est la dernière marche avant la CAN. Et je pense que bon, tout porte à croire que les étalons peuvent se qualifier en tout cas pour cette Coupe d'Afrique. D'accord. La grande actualité pour laquelle
vous, mes deux invités, vous êtes là, c'est bien cette décision qui a été partagée. On savait que le contrat du sélectionneur des étalons, Kamou Malo, lui courait jusqu'à fin de ce mois, 28 février 2022. Donc lui et ses adjoints ont été informés de ce que le contrat ne sera pas renouvelé. C'est la grande décision de cette semaine. Ça a été diversement en tout cas apprécié. On a un peu lu les réactions sur les réseaux sociaux. C'est bien pour cela que je vous ai ici, Claude Lomba et Papi, donc pour apprécier cela. Mais je pense qu'on a aussi un invité qui est particulier, puisqu'on parle de la Fédération burkinabé de football. Il y avait des bisbilles. Je pensais que vous et je pense que c'était 4 personnes en tout, avaient été débarquées. Et vous avez été en justice. Il y a eu une décision qui est tombée favorablement pour ce qui est de votre parti. Aujourd'hui, c'est comment la fédération? Vous avez rejoint vos postes. Comment ça se passe? Non, merci. Depuis quand même un certain temps, depuis la décision de la Cour d'appel de la commission de la fédération qui a annulé la décision de révocation du président Lazare Bansé, nous n'avons pas eu une réunion du comité exécutif. D'accord. Donc ça ne pose pas un problème puisque la décision a été annulée. Donc si vous voyez la décision, si vous lisez bien entre les lignes de la décision, ça veut dire que nous reprenons notre fonction respectivement au sein du comité exécutif de la fédération. Et moi je me suis déjà attelé puisque j'ai déjà fait un petit travail avec les entraîneurs cadets pour la sélection parce que bientôt nous aurons des échéances. Donc je considère que j'assume ma fonction pleinement et je n'ai pas de souci à cela. C'est vrai que vous êtes chargé de la normalisation des centres de formation, c'est bien ça? Bien sûr. Voilà. Mais et avec le président, il y a des contacts Non, le président et moi nous n'avons pas parlé. Bon, pour le moment, j'évite que... Parce que moi, je suis quand même, vous savez, je suis quelqu'un d'atypique, vous le savez très bien. Et ce qu'il a fait, je suis quelqu'un que je peux pardonner, mais ça m'a fait très mal. Donc, je prends le temps pour que la douleur passe. D'ailleurs, même, il a envoyé le directeur de cabinet, son directeur de cabinet qui m'a rencontré, qui a discuté avec moi pour qu'on nous partons sur les nouvelles bases. Il n'y a pas de souci pour le moment, mais il y a beaucoup de bisbilles, il y a beaucoup de choses à régler au sein de cette fédération. D'accord. Claude? Non, mais s'il envoie le directeur du cabinet, ça veut dire que vous faites... je pense qu'il a, sur une note signée de son chargé de communication, ou en tout cas c'est un peu ça, qui prennent acte de la décision de la commission d'appel. Ça veut dire que vous avez d'office intégré votre statut donc de membre du comité exécutif. Absolument. Et là, on voit qu'il y a des premières décisions qui sont tombées donc au lendemain de la CAN. Geoffroy en parlait tantôt, il voulait savoir ma réaction. Moi, je dis, quand la tête est là, le chapeau ne peut pas porter, le genou ne peut pas porter le chapeau. C'est ça. Mais là, vous êtes membre du comité exécutif. Et là, le comité exécutif qui décide donc de débarquer, je dirais, Kamou Malo, comment on peut expliquer ça alors que Kamou Malo, quand même, a atteint les demi-finales? C'est une décision qui est assez incompréhensible parce que bon. Certains se disent que sur le plan sportif, bon, à partir du moment où vous avez rempli... Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez été... Je sais pas, c'est le comité exécutif qui doit décider, non? Qu'est-ce qui se passe? Non, bon, d'abord, je voulais vous dire, je tenais à féliciter le sélectionneur et son staff technique. Sincèrement, ils ont fait de la magie. J'étais à Yaoundé, ils ont fait de la magie, il faut les féliciter, il faut les remercier. C'est ce qui nous manque dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut un nouveau pacte social, un nouveau contrat. Parce que entre nous devons accepter le mérite de tout un chacun. Et ce que Kambo a fait, moi-même, je ne m'attendais pas à cela. Et je tenais à vivre voix lui dire merci. Merci pour cette joie que tu nous as donnée tout au long de cette CAN. Et maintenant, si ça a renouvelé ou pas, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas participé à la réunion du comité exécutif. Je pense que c'est le comité exécutif qui engage les entraîneurs. C'est le comité exécutif qui peut mettre fin au contrat de l'entraîneur. Il avait un objectif à atteindre, il l'a atteint. Mais nous avons d'autres échéances qui viennent dans un an. Je pense que nous devons faire d'abord le bilan, ce qui n'a pas été fait. Lors de la réunion, nous devons faire d'abord le bilan, et le bilan technique avec nos partenaires, surtout la direction technique nationale, voir ce qui n'a pas donné, ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, et avec de nouvelles objectifs. Maintenant, si nous donnons de nouvelles objectifs à M. Kambou et son staff technique, il ne peut pas l'assumer pour 2023, nous pouvons mettre fin, nous pouvons dire, bon, nous n'allons pas renouveler les contrats. Ça, c'est moi, Papi, c'est mon idée à moi. Mais je n'ai pas participé à une réunion du comité exécutif. Mais cette décision, elle est du président ou du comité exécutif? Je pense que c'est unilatéral, c'est du président.
Le président. C'est vrai que le communiqué dit le président a reçu les entraîneurs, le président. En tout cas, dans le communiqué, c'est le président. Vous savez, nous avons eu des bisbilles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec le président Bansé. C'est dû seulement à cette manière de jacobiniser notre fédération, notre fêtière. C'est-à-dire que les décisions doivent venir de façon unilatérale à son niveau et ça doit redescendre. Non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes une association et nous ne sommes pas des salariés. C'est un sacerdoce. Chacun vient ici pour donner ce qu'il peut pour le développement de notre sport, le football. Alors les décisions doivent être entraînées forcément par le comité exécutif. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit devant lui, dans ses yeux, je l'ai dit non. Aucune décision qui viendra de vous, et vous seul, moi je ne prendrai pas part à cela. Nous devons discuter de tout ce qui est pour le développement de notre football. Toutes les grandes décisions doivent être prises par le comité exécutif. La CAF ne reconnaît que le comité exécutif. La FIFA ne reconnaît que le comité exécutif. Maintenant, qu'est-ce que vous, quelle est votre lecture par rapport à ça? Est-ce que c'est une décision qui est légale ou c'est une décision qui est nulle et non avenue, selon vous? Non. Il n'est pas, le comité exécutif dans son ensemble n'est pas obligé de renouveler le contrat de Kambou Malo et son staff. Mais moi, personnellement, j'ai dit, avec le parcours qu'il a fait, nous devons le féliciter. Ça, il faut le reconnaître, nous devons le féliciter. Et comme les gens sont tout après, en 2023, est-ce que nous avons le temps de reprendre un autre staff technique pour amener ces enfants qui nous ont fait rêver? Non, on aurait pu discuter avec eux et renouveler son contrat. Ça, c'est mon avis personnel. Mais dans un ensemble de 21 personnes, on aurait pu discuter ça en réunion et nous allons trouver les meilleures options et les meilleures objectifs à ces sélectionneurs qui nous ont fait rêver. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, le renouveler ou non, ça c'est pas logique. Ça c'est pas ce que je ne parle pas de cela. Mais la manière dont ça a été fait. Nous avons fait un bilan. Il faut faire un bilan technique d'abord. Il faut s'assumer. On ne l'a pas fait. On ne peut pas tout de suite les jeter en pâture. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une grande décision, c'est pas sage. Moi, je voulais bien comprendre. Vous dites, normalement, c'est une décision qui revient notamment au comité exécutif. Et on a une décision qui est celle qu'on a eue maintenant, qui est celle que cela ne sera pas renouvelé. Vous dites, vous n'avez pas pris part à une rencontre du comité exécutif qui a statué sur le cas Kambou Malo. Ah non, il n'a pas dit le comité exécutif a statué. Hein. Non, c'est le président qui a pris la décision. Je vais step by step. Vous dites que vous n'avez pas en tout cas pris part à une rencontre du comité exécutif qui a statué sur ce cas-là. Absolument. Dans ce cas de figure, est-ce que vous avez entendu parler d'une rencontre du comité exécutif sur le cas Malo? Non, j'ai entendu après, comme tout le monde, comme tous ceux qui ont été surpris par cette décision, que le président a reçu quelques membres du comité exécutif, des vice-présidents, et qu'ils ont décidé ensemble du sort du staff technique. C'est dommage que ces vice-présidents puissent c'est-à-dire que ce jeune a une très grande décision, c'est une grande décision, elle est grave quand même. Avec ce parcours que ce monsieur a eu, avec le temps qu'on lui a donné de former son équipe, on aurait pu le remercier autrement. Moi, je pense qu'on aurait dû le faire autrement. D'abord, un bilan, et comme je l'ai dit, les féliciter et voir ensemble les objectifs que nous voulons atteindre. Si dans le cas où Kambou Malo et son staff ne peuvent pas le faire, on pourrait dire dans l'amiable, bon monsieur, on vous remercie pour le parcours que vous avez fait à Yaoundé, mais nous ne pourrons pas vous amener dans un autre objectif. Mais le faire de cette façon, ce n'est pas gentleman. Bon, j'essaie toujours de comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas à la fédération? C'est la question qu'on se pose. Si cela échoue à un comité exécutif qui doit se réunir, regarder un bilan et après décider, et qu'on ait une décision qui soit grave comme ça, qui tombe, et que certains membres du bureau ne soient même pas au courant, soient surpris, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous ne vous parlez pas, qu'est-ce qui ne va pas? Je vous ai dit ici tout à l'heure que le problème que j'ai eu avec Lazare Bansé, c'était ce problème, ce genre de problème qui arrive à chaque fois au sein de la fédération. Nous avons eu beaucoup de gens qui ont été, soit on les a licenciés, on ne comprenait pas. Il fallait qu'on discute avec le président. Moi, je disais toujours, je ne discute pas avec le président dans son bureau. Je ne suis pas un salarié. Nous discutons dans le comité exécutif. Lorsqu'il y a une réunion, nous pouvons mettre sur la table les grandes questions, les grands sujets. Alors, je lui ai dit, vous pensez réellement que nous sommes de vos employés ou quoi? Ou pouvez prendre une décision qui concerne la fêtière de football, une association. Et comme ça devient une société, vous prenez la décision, ils ne sont pas au courant. Nous sommes assis chez nous, nous entendons dans les réseaux sociaux qu'il y a une décision qui est prise. C'est ce combat que j'ai mené et c'est ça qui a valu à ce que le président décide. Que non, bon, je ne peux pas travailler avec Papi parce que chaque fois que je vais dire quelque chose, je décide quelque chose de contradit.
il contredit. Mais comment une grande association peut-elle marcher s'il n'y a pas de contradictions internes? C'est les contradictions qui font le développement. Donc c'est ce même problème que j'ai eu avec le Bansé, qui a été résolu par la commission de l'appel là, et qui est en train de revenir encore. C'est vraiment dommage. Il faudrait que nous résolvions ce problème-là très 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 vite. Parce que nous sommes en train de changer de paradigme. Lui, c'est ce terme même qu'il aime employer. Il y a un nouveau parti social qui est là. Les Burkinabés en ont marre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens se disent cette vérité. On est fatigué de l'albinisme. Il faut que les gens se disent la vérité pour qu'on ait un développement vraiment plus assuré. Et je voulais comprendre aussi, parce qu'on est la personne centrale, c'est Kamou Malo, quels étaient ses objectifs? C'est ceux qui étaient demandés et exigés par la FEDE. Je pense, si je ne peux me tromper, je pense que les objectifs de Kamou Malo étaient de franchir les huitièmes de finale, c'est-à-dire d'arriver en quart de finale. Donc ce qu'il a fait, il a fait même une magie. Parce que vous savez, nous avons joué contre une seule équipe du top 10 du Sénégal, qui nous a éliminés. Les équipes que nous avons battu une seule équipe du top 10, qui était la Tunisie. Et lorsque nous avons rencontré le Sénégal, que nous avons rencontré les équipes du top 10 comme le Sénégal et le Cameroun, ils nous ont battus. Vous avez vu des grandes nations comme la Côte d'Ivoire, comme le Maroc, comme la Tunisie. Ils n'ont pas franchi ce seuil-là. Donc c'est pour ça que quand vous regardez cet effectif comme nous avons combien de joueurs professionnels de Ligue 1 dans cette équipe? Il n'y en a pas beaucoup. Quand vous prenez le Sénégal, nous avons mis 315 joueurs de haut niveau professionnels. Mais non, pas ça. Le monsieur a fait ce qu'il pouvait avec cette équipe. Il est en train de bâtir son équipe. À l'époque, j'en ai discuté avec lui, je lui ai dit, bon, tu veux mettre les anciens à côté, il faut que tu bâtisses une équipe et que tu peux aller loin. Mais moi, je ne peux pas trop rentrer avec toi, je ne peux que te donner des conseils à côté parce que moi, je m'occupe vraiment des petites catégories. Mais j'étais d'accord avec ce qu'il voulait faire. Il l'a fait, il a réussi. C'était de la magie, parce que c'est pas sûr, c'est pas évident. Mais ça, il faut les remercier, il faut les féliciter. Qu'est-ce que ça vous donne de lui donner encore un an, de contenir ses enfants jusqu'en Côte d'Ivoire, si on ne peut le faire, pour nous donner notre magie? Mais pourquoi pas? Mais la manière dont ça a été fait, la manière dont on a été remercié, je ne suis pas d'accord. Je ne rentre pas dans ce temps. Oui, mais vous avez dit que vous étiez au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Parce qu'on a vu un certain nombre de choses. Le comité exécutif a été laissé pour compte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé au Cameroun? Vous savez, moi, je ne raconte jamais les choses que je ne connais pas. Parce que d'abord, je ne suis pas parti au Cameroun avec la fédération, un mandat de la fédération ou du ministère des Sports. Je me suis débrouillé moi-même pour aller. Donc je n'ai pas été pris en charge. Ça a été un débat là-bas, malgré qu'il y avait beaucoup de Covidés. On ne m'a pas pris en charge. J'ai eu l'aide de Jean Yamiro ici, que je l'ai dit ouvertement, le président du comité olympique qui s'est offusqué, même de l'ancien ministre des Sports, Azupio. Il n'était pas d'accord, il pensait quand même que Papi, c'est Papi. Et n'oubliez pas, Papi, il y a même pas 8 mois, était le chef de la délégation des juniors en Mauritanie. Comment se fait-il que 8 mois après, il ne peut même pas être pris en charge par une fédération ou un ministère pour une CAN? Mais j'ai accepté. Mais le deuxième parcours que j'ai fait, j'ai eu des partenaires qui étaient là-bas, qui ont tenu, c'est des Londoniens, ils travaillent avec Liverpool, Arsenal et West Ham. Ils ont voulu que je vienne être les scouts, c'est-à-dire le regard que je peux porter sur cette CAN. Donc c'est eux qui m'ont fait revenir et on a travaillé ensemble. Donc je ne savais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'entendais ce que les gens disaient de tout autour. Mais il faut qu'on résolve vraiment un épineux problème que nous avons au sein de notre fêtière. Il faut, comme je dis, l'état jacobin, c'est fini. Il faut reconnaître ça. Il faut que si le président Bansé ne connaît pas, il peut faire comme Yangouba. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est sûr. Mais quand est-ce qu'il y a eu la cassure? Parce qu'on a l'impression que c'était une équipe soudée, et puis maintenant, tout a volé en éclats. Qu'est-ce qui a fragilisé ces liens-là? La personnalité de tout un chacun. Du président d'abord, c'est lui le manager, c'est lui qui doit imprégner son rythme et sa façon de conduire son équipe. Le grand manager se découvre quand il a une équipe avec lui. Mais lorsque vous voulez forcément que les gens soient comme je dis, vos esclaves, ça va être compliqué. Moi, je ne pense pas que je pourrais être l'esclave de quelqu'un. Je disais toujours à quelqu'un qu'au temps de l'esclavage, Papi était mort le premier jour parce que je ne peux pas tenir. Donc, revenons justement à Kamou Malo. Est-ce que ce n'est pas les 20 dernières minutes de la CAN, des étalons à la CAN qu'il a payé?
Parce que quand on a regardé, se fait remonter les 3 buts et la façon, est-ce que c'est pas ça qui a fait? Il y a 24 ans, nous avons vécu ça avec les étalons, quand il y a 24 ans. Mais ça n'a pas empêché à l'époque le peuple burkinabé d'être reconnaissant pour le parcours de ces étalons. Ce que Kambou Malo a fait, je pense que pour le moment, si je me trompe, c'est le seul Burkinabé qui a atteint à ces niveaux avec les étalons. Donc ça, il faut quand même les signaler et les signifier. Et 20 minutes ne peut pas dire qu'en demi-finale, non, en match de classement, qu'un entraîneur mérite le sort d'être licencié ou ne pas de renouveler son contrat. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il doit y avoir des choses antérieures que nous ne connaissons pas. Peut-être avec le temps, les gens, les bouches parleront, nous saurons les choses. Mais ce qui est sûr, il faut quand même il faut dire merci à Kambou Malo. Vraiment merci pour ce parcours. Peut-être que je voulais ajouter pour les statistiques, il faut dire que Kambou Malo fait partie des 3 sélectionneurs ayant atteint la barre de 10 victoires, toutes compétitions confondues, sur le banc des étalons. Mieux, en termes de points pris par match, si l'on doit comptabiliser, Kambou Malo détient la meilleure moyenne au XXIe siècle pour, en tout cas sur le banc du Burkina Faso. Autant dire que par rapport à la moyenne, par rapport au temps qu'il a passé et par rapport aux victoires qu'il fait, c'est l'un des meilleurs entraîneurs du Burkina Faso. En tout cas, c'est Stat 226 de notre ami Salifou Ouedraogo qui nous l'apprend. Toutes sélections confondues, tous sélectionneurs confondus. Ouais, toutes sélectionneurs confondus. Ouais. C'est-à-dire que quand on prend les statistiques, il n'y a rien à faire. Mais ça s'y parle pour lui. Tout à fait. Mais aujourd'hui, on a une décision qui est tombée. Vous qui êtes membre du comité exécutif, vous donc elle n'est pas sportive. Mais est-ce que le vin il est tiré? Ça veut dire vous prenez acte, pour vous c'est tiré, c'est fini, quand il faut passer à autre chose? Non, parce qu'on ne peut pas le dire comme ça. Il y a forcément une réunion de dirigeants du comité ou extraordinaire du comité, du comité exécutif. Il faudrait qu'on se parle dans les yeux et qu'on se demande pourquoi cette décision a été prise, qu'est-ce qui a été le bilan du bilan technique pour qu'on puisse aujourd'hui sanctionner ce monsieur, l'humilier. C'est une humiliation parce qu'on n'est pas obligé, comme je l'avais dit au débat, de renouveler forcément le contrat de Kambou Malo. Non, pas du tout. On n'est pas dans l'obligation. Mais après un bilan, avec beaucoup de respect qu'on fait à quelqu'un qui a mené cette barque-là, on fait un bilan technique, on évalue ce qui n'a pas été bien, ce qui s'est bien passé, et on fixe d'autres objectifs. Maintenant, on s'est dit, si vous ne pouvez pas les objectifs que nous avons fixés, on ne peut pas continuer ensemble. Mais ça s'est fait dans le respect, et ça s'est fait vraiment dans la fraternité. D'accord, moi je vais poser une question. Vous êtes membre du comité exécutif. On apprend en tout cas par plusieurs rumeurs, plusieurs sources qui semblent se recouper et donc aller dans un même sens que Nicolas Dupuis, l'ex-entraîneur du Madagascar, est là et qu'il aurait même signé un pré-contrat avec la fédération avant même d'aller à la CAN. Est-ce que c'est pas ça également aussi qui a prévalu donc à la décision donc de Lazabansi? Est-ce que vous êtes au courant ou il y a des... Non, comme vous le savez déjà, depuis 3 mois, nous ne fonctionnons pas. Depuis la décision de révocation du président Banson, nous ne fonctionnons pas le comité exécutif. Donc nous ne pouvons pas savoir les décisions qui ont été prises. Je pense que peut-être que les vice-présidents doivent être au courant de cela. Mais ce serait important que ce n'est pas seulement les vice-présidents qui soient au courant, mais que c'est le comité exécutif. Mais est-ce que ça se fait comme ça? Non, parce qu'en fait, nos dispositions statutaires ne sont pas respectées. Vous savez, l'article 47, dans le statut du règlement de notre fédération, stipule à l'alinéa 8, c'est le comité exécutif seul qui est habilité à engager le staff technique. Seul le comité. Actuellement, on peut faire une commission où les gens discutent ensemble et dans la majorité, le président entérine la décision en disant nous allons prendre ce choix. Mais maintenant, si je suis assis, vous me dites qu'il y a un sélectionneur, M. Dupuis, qui est en train de l'ancien de Madagascar, et je ne suis pas vraiment au courant. Et ce ne serait pas bien si ça s'est fait, parce que ça veut dire que même si Malo partait en finale, il devait être... on n'allait pas renouveler son contrat, ça c'est sûr. Si ça a été fait de cette façon, ça veut dire que même si Malo amenait la coupe ici, on n'allait pas renouveler son contrat. Vous savez, dans tous les cas d'un moule mal fait, on ne peut pas sortir des briques droites. Absolument. Quand est-ce que vous allez vous entendre? Parce que là, ça veut dire que 2023 encore hypothétique quand on vous entend. Oui, moi je le pensais hypothétique. Il faut vraiment qu'on fasse un coup de balai. Ou que vraiment je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ça ne peut pas continuer.
Moi, je suis ferme là-dessus, ça ne peut pas continuer. Il y a un respect qu'on doit se porter vis-à-vis et respecter ceux qui ont vécu dans ce football, qui se sont donnés. Et on mérite ce respect. Le Burkinabé mérite ce respect parce qu'ils sont passionnés de ce sport qu'ils aiment et aussi méritent ce respect. Donc, il faudra qu'on se respecte, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on parle. Mais vous savez, notre pays a été gangréné par l'albinisme. C'est ça notre défaut. Il faut qu'on se reconnaisse ça. Chacun pense qu'il peut gagner quelque chose en soudoyant, en se couchant, en jouant à l'esclave. Non, aucun développement ne peut amener ça. On ne peut jamais se développer dans l'albinisme, c'est impossible. Les grandes décisions ont été faites par les hommes. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, tout de suite et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On verra avec les autres membres du comité exécutif, on verra. D'accord. On me fait signe que le temps qui nous est imparti, il est arrivé à son terme. Quand vous dites on verra, ce sera la dernière question. Est-ce qu'il est temps que les membres du comité exécutif prennent les responsabilités aussi? Absolument, c'est ça que je veux dire. Il faut arrêter de l'albinisme, il faut prendre les responsabilités. Ce n'est pas une société d'État, ce n'est pas une société privée, ce n'est pas une société qui appartient à qui que ce soit. La fête appartient à tous les Burkina. Et on a mis un comité exécutif pour entériner et donner les objectifs de cette fêtière. Il faut que les gars soient responsables, il faut qu'ils prennent des responsabilités. Est-ce que ça augure des lendemains assez houleux au niveau de la fédération? Je le pense. D'accord, on va suivre cette actualité avec beaucoup d'intérêt, mais ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il y ait une bonne atmosphère dans laquelle baignent nos joueurs. Je dis encore, on ne peut pas avoir des résultats dans une atmosphère pareille et on espère que le bon bout sera pris et qu'on sortira de cette situation. Qui crée ce problème-là au niveau de la fédération? C'est qui, selon vous, si on vous demandait? Le problème vient d'où? La locomotive, c'est qui? Bon, d'accord, on l'a compris, c'est fini pour ce JDS. Merci de l'avoir suivi, on vous donne rendez-vous pour dimanche prochain et d'ici là, portons-nous bien.